Bonsoir à tous et bienvenue sur C8 pour un nouveau voyage au bout de la nuit et de nouvelles aventures littéraires. Je vais continuer ce soir la lecture de Marie-Antoinette de Stefan Zweig. Voilà, je vous propose qu'on continue immédiatement. Ne perdons pas plus de temps inutile, puisque ce qui nous intéresse, c'est cette magnifique histoire racontée avec brio par l'auteur allemand Stefan Zweig. N'hésitez pas par contre à réagir sur les réseaux, Facebook, Twitter, Instagram avec le hashtag VBN parce qu'à chaque fois je suis vraiment super contente de vous lire et n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Et si vous voulez qu'on lise en particulier certaines œuvres, n'hésitez pas également à nous le faire savoir, ce sera un plaisir. C'est seulement à la minute où s'élèvent vers elle les drapeaux, les cris, les acclamations, où montent dans sa direction les ondes bruissantes et brûlantes de la foule anonyme, qu'elle presse pour la première fois la grandeur et l'éclat du rang auquel l'a élevée le destin. Jusqu'à présent, on l'a appelée à Versailles Madame la Dauphine, mais ce n'était là qu'un titre parmi tant d'autres, un des échelons rigides de l'interminable échelle de la noblesse, un mot vide, une notion inanimée. À présent seulement, Marie-Antoinette saisit le sens ardent et la fière promesse de ces mots, héritière du trône de France. Bouleversée, elle écrit à sa mère. « J'ai eu mardi dernier une fête que je n'oublierai de ma vie. Nous avons fait notre entrée à Paris. Pour les honneurs, nous avons reçu tous ceux qu'on a pu imaginer. Mais tout cela, quoique fort bien, n'est pas ce qui m'a touché le plus. Mais c'est la tendresse et l'empressement de ce pauvre peuple qui, malgré les impôts dont il est accablé, était transporté de joie de nous voir. Lorsque nous avons été nous promener aux Tuileries, il y avait une si grande foule que nous avons été 3/4 d'heure sans pouvoir ni avancer ni reculer. Au retour de la promenade, nous sommes montés sur une terrasse découverte et y sommes restés une demi-heure. Je ne puis vous dire, ma chère maman, les transports de joie, d'affection qu'on nous a témoignés dans ce moment. Avant de nous retirer, nous avons salué avec la main le peuple, ce qui a fait grand plaisir. Qu'on est heureux dans notre état de gagner l'amitié de tout un peuple à si bon marché. Il n'y a pourtant rien de si précieux. Je l'ai bien senti et je ne l'oublierai jamais. Ce sont les premières paroles vraiment personnelles que l'on trouve dans les lettres de Marie-Antoinette à sa mère. La belle émotion provoquée par cet amour populaire immérité, et pourtant si ardemment offert, éveille en elle un sentiment généreux et reconnaissant. Mais si Marie-Antoinette s'émeut vite, elle oublie tout aussi vite. Après quelques visites à Paris, elle accepte déjà cette allégresse comme un hommage qui va de soi, dû à son rang et à sa situation, et s'en réjouit avec l'insouciance enfantine qui lui fait accepter nonchalamment tous les cadeaux de la vie. C'est pour elle quelque chose de merveilleux que d'être acclamée par cette foule ardente, aimée par ce peuple inconnu. Désormais, elle jouit de l'amour de ces 20 millions d'hommes comme s'il lui revenait de droit, sans se douter qu'un droit comporte des devoirs et que l'amour le plus pur finit par se lasser quand il n'est pas réciproque. Dès son premier voyage, Marie-Antoinette a conquis Paris. Mais en même temps, Paris, de son côté, a conquis Marie-Antoinette. À partir de ce jour, elle est fascinée par la ville. Souvent, et bientôt trop souvent, elle se rend à la capitale, inépuisable en séduction et en divertissement. Tantôt le jour, en grande pompe, avec toutes ses dames d'honneur, tantôt la nuit, avec une petite suite intime pour aller au bal ou au théâtre, ou se livrer incognito à des plaisirs plus ou moins innocents. Maintenant que la voici soustraite à la vie de la cour, uniforme et réglée comme un calendrier, l'adolescente indisciplinée se rend compte de l'ennui hideux que dégage l'immense bâtisse en pierre et en marbre de Versailles, avec ses révérences et ses cabales, la raideur de ses solennités et ses tantes insupportables qui toujours morigène, grogne, critique et en compagnie de qui elle doit le matin aller lire à la messe et le soir tricoter. Cette existence de cour sans gaieté ni liberté, ces attitudes horriblement maniérées, cet éternel menuet de figures figées aux mouvements mesurés, cette épouvante constante du moindre faux pas, tout cela lui paraît artificiel, fantomatique, à côté de la vie large et libre de Paris. Elle croit s'être échappée d'une serre et vivre au grand air. Ici, dans le chaos de la ville géante, on peut plonger et disparaître, se soustraire à l'impitoyable horaire des gestes ordinaires, des gestes quotidiens et jouer avec le hasard, jouir et vivre sa propre vie, tandis que là-bas on n'existe que pour la galerie.
Désormais, 2 ou 3 nuits par semaine, régulièrement, un carrosse emporte à Paris des femmes joyeuses et parées qui ne rentreront qu'à l'aube. Mais que voit Marie-Antoinette des choses de Paris? Les premières fois, par curiosité, elle visite toutes sortes de monuments. Les musées, les grands magasins. Elle se rend à des fêtes populaires et même, une fois, à une exposition de tableaux. Cela lui suffit. Son besoin de s'instruire est satisfait pour les 20 années qui vont suivre. Tout son temps, elle le consacre exclusivement aux lieux d'amusement. Elle va avec régularité à l'opéra, à la comédie française, à la comédie italienne, au bal, au redoute, dans les salles de jeu, c'est-à-dire qu'elle ne fréquente que le Paris at Night, le Paris City of Pleasures des riches américaines d'aujourd'hui. Ce sont les bals de l'opéra qui l'attirent le plus, car la liberté que confère le masque est la seule qui soit tolérée à cette femme prisonnière de son rang. Le loup sur les yeux, elle peut se permettre des plaisanteries qui seraient impossibles à Madame la Dauphine. On peut engager une conversation enjouée avec des gentilshommes, pendant que l'époux terne et incapable est au lit. On peut librement aborder un jeune et charmant comte suédois qui s'appelle Fersen et causer avec lui, protégé par le masque, jusqu'à ce que les dames d'honneur s'approchent pour vous reconduire. On peut danser, détendre jusqu'à la lassitude un corps souple et ardent. On peut même rire sans souci. Ah oui, à Paris, on peut s'en donner à cœur joie. Mais jamais, au cours de toutes ces années, elle ne franchit le seuil d'une maison bourgeoise, n'assiste à une séance du Parlement ou de l'Académie, ne visite un marché ou un hôpital, n'essaie d'apprendre quoi que ce soit de la vie quotidienne de son peuple. Toujours, lors de ses escapades parisiennes, Marie-Antoinette reste dans le cercle étroit et scintillant des distractions mondaines et croit avoir amplement suffi aux besoins du bon peuple en répondant avec une souriante nonchalance à ses bruyants vivats. Cependant, la foule continue à former sur son passage une haie enthousiaste. La noblesse et la riche bourgeoisie à l'acclamer quand le soir, au théâtre, elle se montre dans sa loge. Partout et toujours, la jeune femme sent qu'on approuve son oisiveté joyeuse, ses éclatantes parties de plaisir. Le soir, quand elle fait son entrée dans la ville et que les gens fatigués reviennent de leur travail le matin à 6 heures, quand le peuple retourne à sa besogne et qu'elle rentre à Versailles. Était-ce donc mal que de s'abandonner au plaisir et à la joie de vivre? Dans l'étourderie de sa folle jeunesse, Marie-Antoinette s'imagine que le monde entier est content et sans souci parce qu'elle-même est heureuse et insouciante. Mais tout en croyant dans sa candeur, narguer la cour et se rendre populaire à Paris par ses folies, elle passe en réalité dans son luxueux carrosse à ressort pendant 20 années devant le vrai peuple et le vrai Paris, sans jamais les voir. L'impression profonde qu'a faite sur Marie-Antoinette l'accueil parisien a changé quelque chose en elle. L'admiration renforce toujours l'assurance. Une jeune femme à qui des milliers d'hommes ont confirmé qu'elle est belle embellit encore dans la certitude de sa beauté. Il en va ainsi de cette fillette intimidée qui jusqu'ici s'était toujours sentie étrangère et inutile à Versailles. Voici qu'un jeune orgueil étonné efface dans ses manières toute hésitation et toute peur. L'adolescente de 15 ans, surveillée et chaperonnée par ses tantes, un ambassadeur et un confesseur qui se glissaient craintivement dans les salons et s'inclinaient devant chaque dame d'honneur, n'est plus. Subitement, Marie-Antoinette se raidit intérieurement et adopte ce maintien majestueux que l'on avait si longtemps réclamé d'elle. Droite et fière, elle passe d'un pas ailé et gracieux, à côté de toutes les dames de la cour comme devant des subordonnés. Tout se transforme en elle. La personnalité de la femme commence à se manifester. L'écriture même change. Jusqu'à présent gauche et maladroite, formée d'énormes lettres enfantines, elle se resserre soudain et devient élégante, nerveuse, féminine. Jamais, il est vrai, ce qu'il y a d'impatient, d'irréfléchi, de décousu, d'inconstant en Marie-Antoinette ne disparaîtra tout à fait de cette écriture. Mais en revanche, elle exprime déjà une certaine indépendance. Voici cette jeune fille ardente, prête à vivre une vie personnelle, à aimer. Mais comme la politique l'a liée à cette épouse sans virilité, et qu'à 18 ans elle n'a pas encore découvert son cœur et n'a personne d'autre à aimer, elle s'éprend d'elle-même. Le doux poison de la flatterie circule, brûlant dans ses veines. Plus on l'admire, plus elle désire être admirée. Avant même d'être souveraine, elle veut que son charme de femme lui assujettisse la cour, la ville et le royaume. Toute force qui devient consciente sent la nécessité de s'éprouver. La première fois que la jeune femme essaie d'imposer ainsi sa volonté, le motif, heureusement, exceptionnellement, serait-on tenté de dire, est bon. Gluck a terminé son Iphigénie,
et voudrait la faire représenter à Paris. Pour la cour de Vienne, très éprise de musique, son succès est une affaire d'honneur et Marie-Thérèse, Konitz, Joseph II attendent de la dauphine qu'elle lui ferait la voix. Or, le don de discernement de Marie-Antoinette dans le domaine de l'art, qu'il s'agisse de musique, de peinture ou de littérature, n'est guère remarquable. Elle a un certain goût naturel, mais au lieu de juger par elle-même, elle suit docilement, avec une curiosité négligente, toute mode nouvelle. Et si elle s'enthousiasme pour tout ce qu'a accepté le monde, son ardeur n'est que passagère. Pour que sa compréhension soit plus profonde, il manque à Marie-Antoinette, qui ne lit jamais un livre jusqu'au bout, et s'étend à éviter toute conversation sérieuse, les conditions indispensables du vrai discernement. La gravité, la ferveur, la volonté et la réflexion. L'art n'a jamais été pour elle qu'un ornement de la vie, un divertissement parmi tant d'autres. Elle ne connaît que la jouissance artistiquement facile, donc fausse. La musique, elle l'a négligée comme toute chose, et les leçons de Gluck à Vienne ne l'ont pas menée loin. Elle a fait du clavecin en dilettante, comme elle jouait la comédie ou chantait en société. Saisir et pressentir ce qu'il y a de nouveau et de grandiose dans l'Iphigénie, celle qui n'a même pas distingué à Paris son compatriote Mozart, en est, bien entendu, complètement incapable. Mais Marie-Thérèse lui a particulièrement recommandé Gluck, et elle éprouve une réelle sympathie pour ce gros homme jovial et soi-disant terrible. En outre, elle veut profiter de l'occasion pour montrer son pouvoir, précisément parce que les opéras français et italiens de Paris s'opposent aux barbares en recourant aux intrigues les plus perfides. Elle obtient aussitôt qu'on reçoive l'opéra que messieurs les musiciens de la cour ont déclaré injouable et que l'on commence sans retard les répétitions. Gluck, homme intraitable, colérique, possédé de l'intransigeance fanatique du grand artiste, ne lui facilite pas la tâche. Aux répétitions, il tend si vertement ses chanteuses adulées qu'elles courent en larmes se plaindre à leurs amants princiers. Il harcèle sans pitié des musiciens, inaccoutumés à tant de précision, et gouverne à l'opéra en tyran. Derrière les portes closes, on entend tonner sa voix puissante et autoritaire. 20 fois, il menace de tout abandonner et de retourner à Vienne, et seule la crainte de déplaire à sa royale protectrice empêche un scandale. Enfin, la première représentation est fixée au 13 avril 1774. La cour commande ses carrosses, retient ses places. Mais voici qu'un chanteur tombe malade et doit être remplacé à la hâte. Gluck s'y oppose et ordonne de retarder la représentation. On le conjure désespérément de céder, car la cour a déjà pris ses dispositions. Pour un chanteur plus ou moins bon, un compositeur, roturier et étranger par-dessus le marché, n'a pas le droit de bouleverser les dispositions de leur Altesse. Mais lui, têtu comme un paysan, hurle qu'il s'en moque, qu'il préfère jeter au feu sa partition que de voir son opéra mal joué et, furieux, se précipite chez Marie-Antoinette que ce sauvage amuse. Immédiatement, elle prend parti pour le bon Gluck. Les carrosses de la cour, au dépit des princes, sont décommandées et la représentation remise au 19. En outre, Marie-Antoinette fait prendre des mesures par le lieutenant de police pour empêcher leur Altesse de manifester par des coups de sifflet leur colère à l'égard du musicien mal élevé. Énergiquement et publiquement, elle fait de la cause de son compatriote sa propre cause. La première d'Iphigénie est réellement un triomphe, mais davantage pour Marie-Antoinette que pour Gluck. Les journaux, le public, se montrent plutôt froids. Ils conviennent qu'il y a de belles choses dans l'opéra d'Iphigénie et des morceaux sublimes, mais trouvent qu'il y en a de très médiocres et d'autres très plats. Car, comme toujours en art, la grande hardiesse est au début rarement comprise des auditeurs ignorants. Mais Marie-Antoinette a amené toute la cour à la représentation. Et son époux lui-même, qui ne sacrifierait pas sa partie de chasse à la musique des sphères et à qui un cerf abattu importe plus que les 9 muses, est cette fois obligé d'être de la partie. Comme l'atmosphère n'y est pas encore, Marie-Antoinette, de sa loge, applaudit avec ostentation après chaque morceau. Ne fût-ce que par politesse, ses beaux-frères, ses belles-sœurs et toute la cour s'évertuent à la suivre avec zèle. Ainsi, en dépit de toutes les cabales, cette soirée s'affirme un événement musical. Gluck a conquis Paris. Marie-Antoinette a publiquement imposé sa volonté à la cour et à la ville. C'est la première victoire de sa personnalité, la première manifestation de cette jeune femme devant toute la France. Encore quelques semaines, et le titre de reine confirmera une puissance qu'elle a déjà orgueilleusement conquise par sa propre force. Chapitre 6. Le roi est mort, vive le roi.
Cela nous en dit long sur ce qui va arriver dans ce chapitre. Le 27 avril 1774, Louis XV se trouvant à la chasse est soudain pris de fatigue. On le ramène à Trianon, son château préféré, avec un violent mal de tête. Dans la nuit, les médecins constatent que le roi a la fièvre et appellent à son chevet Madame du Barry. Le lendemain matin, inquiets, ils ordonnent de le transporter à Versailles. L'inexorable mort elle-même doit se soumettre aux lois de l'étiquette, encore plus inexorables. Un roi de France ne peut être gravement malade ni mourir ailleurs que dans son lit de parade. C'est à Versailles, sire, qu'il faut être malade. Là-bas, 6 médecins, 5 chirurgiens, 3 apothicaires, en tout 14 personnes entourent le lit royal. Chacune d'elles tâte le pouls du souverain 6 fois par heure. Mais seul le hasard permet d'établir le diagnostic lorsqu'un serviteur, le soir, levant la chandelle, quelqu'un parmi les assistants découvre sur le visage du malade les fameuses taches rouges. Une minute plus tard, toute la cour, tout le château de la cave au grenier est fixé. Le roi a la petite vérole. Un vent d'épouvante traverse la gigantesque demeure. C'est d'abord la peur de la contagion qui s'empare en effet de plusieurs personnes au cours des premières journées. Puis, celle encore plus forte peut-être des courtisans qui redoutent pour leur situation en cas de mort du roi. Les filles de Louis XV montrent un pieux courage. Elles veillent toute la journée, et la nuit, c'est Madame du Barry qui se sacrifie pour rester au chevet du malade. En revanche, la loi interdit au dauphin et à la dauphine d'entrer dans la chambre, de crainte qu'ils ne contractent la maladie. Depuis 3 jours, leur vie est devenue bien plus précieuse. Et voici que la cour est nettement divisée. Au chevet de Louis XV, l'ancienne génération, le pouvoir d'hier, mesdames, et la du Barry veille et tremble. Elles savent fort bien que leur grandeur finira avec le dernier souffle de ses lèvres fiévreuses. Dans une autre pièce attend la génération qui monte, le futur roi Louis XVI, la future reine Marie-Antoinette et le comte de Provence qui, tant que son frère Louis ne se décide pas à avoir d'enfants, se considèrent secrètement comme l'héritier présomptif du trône. Entre ces 2 camps, le destin. Nul n'a le droit d'entrer dans la chambre du malade, où se couche le soleil du vieux pouvoir, ni dans la pièce où se lève celui du nouveau. En attendant, dans l'œil de bœuf, la foule anxieuse et hésitante des courtisans se demande de quel côté elle doit se tourner, vers le roi mourant ou vers celui qui vient, vers le coucher ou le lever du soleil. C'est sur ces mots que se termine cette édition de Voyage au bout de la nuit. C'était Marie-Antoinette de Stéphane Zweig. J'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. Surtout, n'hésitez pas à retrouver toutes ces lectures en replay si vous venez de nous rejoindre. Et surtout, je vous conseille de ne pas manquer la suite car je vais continuer tout de suite cette biographie délicieuse qui nous livre tous les secrets et ce que vous n'avez jamais su sur la dernière reine de France. On se dit à très vite pour de nouvelles aventures littéraires dans Voyage au bout de la nuit. Et si vous devez nous quitter, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée pour ces